Bonjour à tous, bienvenue sur l'Actu Matin et désolé pour ce petit retard. À nouveau, des bruits de force sur les trottoirs et espaces publics des grandes villes du Bénin. Depuis vendredi, l'opération de déguerpissement a repris à nouveau à Porto Novo, Cotonou, à Boumé-Calavi et autres avec la même brutalité qu'on lui a connue à une autre époque, notamment dans le littoral. Vous vous souvenez, c'est Franck Aounou qui s'en plaint ce matin en nous promettant un commentaire à suivre. Au niveau donc de la troisième partie de votre émission Actu Matin, ce sera tout à l'heure. Notre invité au téléphone ce jeudi matin, c'est Orumare Koto. Il est maire de la commune de Ouassapé-Onko. Avec lui, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité de la commune. On parle là-bas de bradage de terres cultivables, de conflits éleveurs agriculteurs et même de situations sociales difficiles pour le personnel de la mairie. On dira deux mots sur chacun de ces aspects de la vie de la commune. Dans la journée ce matin, l'actualité a été éparse. On a toujours le sujet de la rentrée dans certains quotidiens qui reviennent sur l'ambiance de l'ouverture des salles de classe dans certaines localités. On va faire le point tout à l'heure dans la une des journaux. Merci d'être là. Et donc, nous commençons comme à notre habitude par ici avec fraternité, phase pilote dans 20 CEG, Collège d'enseignement généraux. À partir de cette année scolaire, classe socio-éducative, une initiative pour la restauration des valeurs a mis en manchette le quotidien de Ménoté. Entretien avec Ouché Ofodile, directrice générale de MTN Bénin. Nous sommes favorables à une concurrence saine et loyale et pensons que c'est bénéfique pour le consommateur. Rapport d'exécution au 31 mars du budget de l'État, gestion 2023. Les députés s'approprient le contenu à boycott. Passons à matin libre. Le Bénin séduit au mondial de pétanque. Une euphorie sur un goût d'inachevé talon et qui est après. L'autre quotidien brouille, gouvernement, agriculteurs, les producteurs présentent leurs excuses à Patrice Talon. L'affiche du jour, crise au Niger, des partis politiques de la mouvance lâchent Talon sur le choix des règlements par la force. L'événement du jour, mise en place des classes socio-éducatives, le gouvernement acte la phase pilote du projet. Et puis Libération qui dit ce matin, manipulé pour avoir vilipendé à tort le gouvernement et son chef. Les producteurs agricoles font un mea culpa à Patrice Talon. Les 4 vérités Conseil des ministres du mercredi 20 septembre 2023. Talon prend une décision contre la cybercriminalité. Jupiter, affaissement précoce des seins. Les jeunes filles accusées de voyous par ignorance. Gaskiani Info Ressources minières. Le Bénin lance l'assaut au trésor du sous-sol. Instauration des classes socio-éducatives. Nous sommes là avec Dynamisme Info. Le gouvernement dans la prévention des déviances sociétales. Nous sommes avec maintenant le déchaîné du jeudi qui nous est parvenu un peu plus tôt aujourd'hui et qui parle de l'ambiance de la rentrée des classes dans les écoles privées. Ce qui ne colle pas, c'est les longues listes de fournitures scolaires et puis ces écoles qui sont devenues mercantilistes et commerciales avec notamment des propositions d'articles liés justement aux outils de travail des enfants. Vous avez un fondé qui propose à vendre à un parent d'élève la longue liste des fournitures scolaires qu'il lui propose et la maîtresse même qui lui promet justement la vente des biscuits par ailleurs imposés aux enfants. De retour à la une de fraternité maintenant pour la deuxième lecture. Phase pilote dans 20 CEG à partir de cette année scolaire. Classe socio-éducative, une initiative pour la restauration des valeurs. Entretien avec Ouché Ofodile, directrice générale de MTN Bénin. Nous sommes favorables à une concurrence saine et loyale et pensons que c'est bénéfique pour le
Consommateur, rapport d'exécution au 31 mars du budget de l'État pour sa gestion de 2023. Les députés s'approprient le contenu à Boycom. Ainsi donc, les informations à la une des productions de ce matin. On peut s'intéresser un peu au contenu de Fraternité dans sa production de ce jeudi matin avec le compte rendu intégral du Conseil des ministres à avoir notamment à la page mettons 4 du quotidien dans sa production donc de ce matin qui met un accent sur une décision assez particulière, la création d'un centre d'assistance psychiatrique très prochainement à Pomassem. Alors pourquoi ce choix du gouvernement? Eh bien, à cette fraternité, allez donc à la page 4 et lisez les détails à ce propos. Allez, on va passer maintenant au bulletin de l'information avec à la présentation ce matin une dame que vous connaissez très bien, mais je vous la présente quand même, Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Dans les titres de votre bulletin, l'information à suivre, la communauté musulmane qui réfléchit sur les enjeux démocratiques en République du Bénin, démographique je veux dire. Eh bien, c'est à la faveur d'un atelier national de réflexion des leaders musulmans qui s'est ouvert mardi à Cotonou. L'objectif de cette rencontre est de faire connaître la position et les orientations de l'islam sur cette thématique qui fait grand bruit, vous le savez, depuis quelques mois maintenant au Bénin. La caravane Santé pour tous se poursuit au Bénin. Elle était à Lokossa le week-end dernier. Il s'agit d'une croisade nationale de sensibilisation des populations sur le bienfait de la vaccination. Une initiative du gouvernement béninois appuyée par les partenaires tels que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'USAID. Voici le bulletin d'information. Religion pour commencer, pour justement un avis sur une question nationale, la question de la démographie. La communauté musulmane feuillette depuis mardi le Saint-Coran, c'est pour en extraire quelques enseignements relatifs à la démographie. Oui Tanguy, c'est à la faveur d'un atelier national de réflexion des leaders musulmans sur les enjeux démographiques en République du Bénin. Le but visé par cette rencontre est de faire connaître la position et les orientations de l'islam sur cette thématique. Dieu qui nous a créés a dit, je n'ai jamais créé un peuple sans sa substance. Donc nous avons nos substances. Au détour de cet atelier national, les leaders musulmans tente un exercice plutôt délicat sur un sujet qui, depuis quelques mois, fait objet de commentaires au sein de l'opinion. Il s'agit de la démographie et des assises nationales envisagées par le gouvernement autour de cette problématique. Les adeptes d'Allah se concertent donc ici à l'effet de proposer aux gouvernants les enseignements du Coran et du prophète Mohammed. Notre objectif est clair. Rassembler des esprits éclairés et des leaders de la communauté musulmane pour explorer les intersections entre les tendances démographiques du Bénin et les valeurs islamiques. Nous sommes ici pour partager nos connaissances, pour confronter nos idées et pour forger des recommandations pertinentes qui contribueront à éclairer nos décideurs et à orienter notre société vers un avenir meilleur. Lorsque nous abordons des questions aussi cruciales que la démographie et le développement, il est de notre devoir d'ancrer nos discussions dans les enseignements du Coran et des traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix soit sur lui. Les échanges se réclament responsables et teintés d'ouverture d'esprit pour une quête de solutions au profit de la nation. Et donc le partenaire de circonstance y voit une vision futuriste à encourager. Le présent atelier s'aligne sur les objectifs du projet SWED qui, dans son développement, a prévu quand même des axes de communication impliquant les acteurs, les leaders communautaires dans le choix, le développement des stratégies devant nous permettre de garantir un avenir meilleur à nos concitoyens. Donc c'est une opportunité pour nous qui commence par faire
un terrain d'appropriation aux différents déterminants qu'il convient d'analyser pour construire le Bénin dont nous rêvons. Le gouvernement béninois n'est pas dans la question de limitation de naissance. Nous ne disons pas que nous voulons limiter la naissance. Il y a eu beaucoup de débats dessus pour dire non à la limitation de naissance, on veut nous empêcher d'avoir des enfants, non. Et je suis d'accord avec vous qu'il n'y a que de richesse que d'or. Mais l'homme richesse n'est richesse que si nous arrivons à faire l'investissement nécessaire sur cet homme. Sinon, il devient une charge, un fardeau, ou pour emprunter un autre nom, il devient Wahala, celui qui devait être à la FIA demain. Cet atelier national est fait de communication au cours desquels les participants sont invités à questionner les fondements de l'islam face aux enjeux démographiques, éthiques, famille et société. Les réflexions permettront également de faire un état des lieux des tendances de la démographie en République du Bénin et produire à la fin des recommandations au profit des autorités compétentes. On prend la direction de l'Okosa dans le département de Mono pour parler maintenant de la caravane Santé pour tous. Il s'agit d'une croisade nationale de sensibilisation des populations sur le bienfait de la vaccination. Une initiative du gouvernement béninois appuyée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'USAID, nous rapportent Nassi Salossé et Florent Do. La caravane Santé pour tous investit les rues de l'Okosa dans l'après-midi du samedi 16 septembre 2023. Plusieurs kilomètres à parcourir dans la cité de l'Espérance et à chaque étape, des populations sensibilisées sur les comportements adoptés pour avoir une bonne santé. La sensibilisation a été couplée avec une campagne de vaccination. Nous sommes en train de prendre les enfants de 0 à 11 mois qui n'ont pas respecté leur vaccination de routine. En même temps, nous vaccinons la population contre la vaccination antitétanique et l'administration de vitamine A pour les enfants de 0 à 59 mois. Il y a aussi la vaccination contre la Covid-19. Le concept Santé pour tous, voulu par l'État béninois et porté par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'USAID, lui, englobe une multitude d'actions. On a utilisé le mot santé pour tous parce qu'on va dans cette stratégie-là d'être aussi en bonne santé. Ce n'est pas que la vaccination, il y a aussi eau et hygiène, donc être dans un environnement sain, bien se nourrir, faire du sport. Donc c'est un message global pour être en bonne santé. Être en bonne santé, pour faire passer leur message, les organisateurs s'appuient à chaque étape sur des relais communautaires. Nous avons des communautés Uripot dans toutes les communes qui sont impactées par cette activité et ce sont les communautés Uripot qui sont chargées de faire la mobilisation. Tout comme les jeunes Uripot, une cinquantaine de célébrités, des artistes pour la plupart, sont impliqués dans cette campagne et accompagnent la caravane. Le public de l'Okosa a pu admirer les artistes Zeynab Habib et Sessimé au cours d'une soirée de concert après la caravane. C'est une joie pour moi d'accompagner la campagne, la caravane Santé pour tous. J'ai été contactée, approchée par l'équipe de UNICEF Bénin, USAID, enfin tous ceux qui sont en charge de cette caravane-là. Et quand j'ai appris que c'est pour la santé des mamans, des femmes enceintes et des enfants en bas âge, je me suis dit mais c'est important. On ne force personne à prendre les vaccins. On ne force absolument personne. On dit simplement que c'est nécessaire. Donc nous avons un carnet de vaccination. Même moi, j'ai un carnet de vaccination. Mes enfants ont un carnet de vaccination, mon entourage aussi. Tant que je peux passer le message pour demander à chacun de se faire vacciner parce que c'est très important. Il y a des épidémies qui arrivent. Mieux vaut être vacciné à l'avance pour éviter de tomber malade. C'est très important. Au total, 5 départements sur les 12 que compte le pays sont concernés par cette première phase de la caravane Santé pour tous. Il s'agit de l'Atlantique, du Borgo, du Koufo, du Mono et du Zou. On passe à présent à cet atelier de formation sur la génération des données pour les travaux du Codes Alimentarius. Organisé par le Comité national du Codes Alimentarius, les assises ont été l'occasion pour les participants d'améliorer leur compréhension sur le sujet. On fait le point avec Imet Hélène Amosso.
La session tient lieu de cadre de renforcement de capacité des participants. Elle a réuni des universitaires, chercheurs, scientifiques et laboratoires. Ils sont invités par le Comité national du Codes Alimentarius. Ces assises ont été l'occasion de mieux connaître les mécanismes de génération de données scientifiques pour soutenir les travaux d'élaboration des normes CODES ainsi que les contraintes y afférentes. Le système du CODES offre à tous les pays une occasion unique de participer à la formulation et à l'harmonisation des normes alimentaires. La conformité au Codes Alimentarius donne l'assurance que les aliments sont produits conformément aux normes visant à garantir la sécurité, l'adéquation nutritionnelle et la protection de la santé humaine. Pour participer efficacement aux travaux du CODES, notre pays a demandé et obtenu l'appui financier et technique du Fonds fiduciaire phase 2 de la Commission mixte FAO-OMS pour la période allant de 2020 à 2022 en vue de renforcer ses capacités nationales. Cet appui a permis de mettre en place un mécanisme pour un meilleur fonctionnement du Comité national du Codes Alimentarius, de renforcer les capacités du point de contact CODES au Bénin, de former plusieurs parties prenantes, d'organiser des campagnes de sensibilisation sur le Codes Alimentarius, prendre un arrêté interministériel pour faciliter l'intégration des normes CODES dans la réglementation nationale, d'organiser des sessions du Comité national du Codes Alimentarius, participer aux foires et d'opérationnaliser une interface web pour le Comité national du Codes Alimentarius, etc. Le contexte de la période 2020 à 2022, marqué par la perturbation liée aux restrictions imposées par le gouvernement pour juguler la pandémie Covid-19, n'a pas favorisé la mise en œuvre de toutes ces activités. C'est pourquoi notre pays a saisi la commission du Codes Alimentarius pour solliciter une autorisation pour la mise en œuvre des activités importantes restantes. C'est dans ce cadre que cette formation a été autorisée. Les échanges ont été animés par un formateur recruté par l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont permis aux participants d'avoir une bonne compréhension des travaux du Codes Alimentarius et d'échanger sur les meilleures approches pour permettre la prise en compte des données issues des travaux scientifiques béninois par les groupes mixtes FAO-OMS du Codes Alimentarius. Voilà, ce sera tout pour ce bulletin d'information Tanguy Agoy. Merci beaucoup Ingrid d'avoir présenté cette session de l'information sur Actu Matin. Vous passez une très bonne journée et à demain. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à notre bulletin d'information. Voici les sports chez vous. Allez, Moumouni, bonjour. Bonjour, Tanguy. Allez, on va parler football ce matin. Et c'était chaud hier par justement le nom de cette compétition interplanétaire. Hein. Je dois dire la Ligue européenne des champions. Très chaud hier soir. Donc, pour la suite des rencontres de la première journée, il faut le dire, le Real a gagné de la douleur et difficilement. Oui, Tanguy, c'était une victoire à l'arraché pour les Merengues qui ont donc dû s'en sortir dans les arrêts du jeu de cette compétition grâce à Jude Bellingham. C'est une frappe, je dirais tout simplement limpide de Federico Valverde. Le Real Madrid réussit à s'imposer sur le score d'un petit but à 0 face à l'Union Berlin, le club allemand, voilà, à l'arrivée pour cette première journée. C'était bien sûr une rencontre qui a eu lieu à la Maison Blanche, au stade, à la Stadio Santiago Bernabéu. Voici donc pour vous les différents résultats de cette des dernières rencontres de la première journée après donc la victoire du Real Madrid. À la même heure, il y a donc ce match nul, ce match de parité qui s'est soldé sur le score de parité entre Galatasaray et Copenhague, 2 buts partout. Le Bayern Munich a pris le dessus sur Manchester United, 4 buts à 3 pour les Mancuniens et les Bavarois qui se sont imposés à l'arrivée après donc cette faute de main d'André Onana qui permet donc au Munichois de prendre l'avance dès l'entame de la 27e minute de cette explication. Benfica s'incline à domicile 2 buts à 0 face à Salzbourg. Il y a donc la victoire de Naples 2 buts à 1 face à Braga. Arsenal s'impose 4 buts à 0 à son adversaire le PSV Eindhoven. Et puis un match
un score de parité entre Séville et le Racing Club de Lens, score identique bien entendu entre l'Inter de Milan et puis la Real Sociedad, l'Inter qui a bataillé dur avant de revenir au score, après donc l'ouverture du score du club espagnol. Tanguy, voilà pour ce qui concerne la Ligue des Champions. On a fait le point des rencontres de la première journée. Il y a eu au total donc 16 explications disputées pour cette première journée de la Ligue européenne des champions. La suite sera ce soir avec la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence qui auront lieu. Nous allons parler à présent pétanque. Oui. Tanguy, seulement quelques jours après donc, les 50e mondiaux de pétanque abrités par le Bénin, les Guépa et Amazon Boulistes se sont retrouvés au pied de l'Amazone. C'était ce mardi dernier sur l'initiative de la Fédération béninoise de pétanque. L'instance a décidé d'honorer donc les athlètes à travers un geste de reconnaissance. Suivez ici le point de la soirée au commentaire Français Lamosso. Ne bouge pas. Demain, joue, mais il ne donne pas le son. Si ça ne va pas, il va couper là-bas. Alors, quelques soucis techniques avec cet élément Tanguy. On y reviendra certainement là-dessus. Oui, donnez-nous quelques détails quand même. Il s'agit justement d'un moment de partage avec les boulistes béninois. Voilà, la fédération a décidé donc de leur offrir des motos, des moyens roulants. C'était donc des motos au profit de ces boulistes. Il y a eu donc 10 motos au total, 4 pour, je dirais, pour les 4 dames qui faisaient partie de cette délégation, et puis les 6 boulistes, pour 6 guépards guerriers, qui constituent cette formation des guépards de l'équipe nationale de pétanque du Bénin. Donc après ça, il y a eu donc des enveloppes financières également qui ont été offertes à cette formation-là, pour ces performances aux mondiaux de pétanque. Donc l'équipe béninoise qui s'en est sortie avec l'équipe nationale qui s'en est sortie donc avec près d'une douzaine de médailles, je dirais des trophées en or et en argent également, au niveau des doublettes mixtes où Bétablé et Laïma ont honoré le pays avec cette médaille d'or, et puis le trophée bien entendu, et puis au niveau de la doublette homme, Marcel et puis les deux Marcel Biot et Bétablé, qui ont terminé sur le podium en étant donc deuxième, échoué donc en finale face à la France. En dehors de ça, il y a le Bénin qui s'est retrouvé également en finale de la Coupe des Nations après avoir été éliminé en quart de finale de la triplette. L'équipe nationale s'est retrouvée en quart de finale où a été repêchée au niveau de la Coupe des Nations, où elle est allée jusqu'en finale, où elle a affronté également l'équipe de la Côte d'Ivoire et s'est inclinée à l'arrivée en finale sur le score de 13-3 pour le Bénin qui n'a pas pu soulever ce trophée de la Coupe des Nations comme ce fut le cas en 2021. Donc voilà pour l'essentiel de la performance de l'équipe nationale à cette compétition, qui s'en sort de manière ou d'une autre avec assez de trophées, je dirais une représentation en tout cas réussie pour une première fois le Bénin qui rentre dans l'histoire de la pétanque mondiale en remportant assez de trophées et en finissant quand même avec un titre de champion du monde. C'est très intéressant en tout cas. Ali Moumouni, on espère que l'équipe nationale va garder en tout cas cette ligne-là afin de nous honorer pour les prochaines compétitions. J'espère aussi qu'on pourra en tout cas identifier d'autres disciplines dans lesquelles on pourrait, ma foi, prospérer afin de continuer à faire briller le drapeau national, je dois dire, dans le monde sportif sur la planète. Dans le même contexte, il faut aussi préciser que bientôt le Bénin va accueillir donc la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, qui aura lieu donc à Grand Popo du 24 donc au 30 septembre prochain, et donc un autre événement au cours duquel le Bénin peut quand même s'illustrer. Voilà, la compétition réunira 14 nations pendant 6 jours, et puis voilà, il y a plus de 200 000 participants qui sont attendus pour
cette compétition qui aura lieu du côté de Grand Popo. On y reviendra certainement. Absolument. On avait prévu à ce propos recevoir par ici Elias Béanzin qui est quand même président du comité d'organisation. Quelques soucis avec sa montre et peut-être même avec son calendrier. En tout cas, on verra bien à la fin de cette émission quel a été le souci majeur qui l'a empêché d'être avec nous par ici. Ali Moumouni, merci beaucoup. Passez une très bonne journée. On va passer maintenant à notre invité au téléphone. Je vous rappelle que c'est le maire de la commune de Ouassa-Péonko. Il est déjà en ligne, on va le recevoir. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. C'est intéressant ce que tu regardes? Oui, je prends des notes pour mes prochains cours. C'est l'heure d'apprendre avec Canal+. Grâce à nos chaînes jeunesse, Latin+, Canal+, Family, Ludikids, Télétoon+, et bien plus encore, nos enfants s'éveillent. N'oubliez pas d'activer le contrôle parental pour leur offrir du divertissement en toute sérénité. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Ouais. Abeni. Hena terketere abeni dala milio wegu non samasaya. Nurugbe do fo ya na sanes kama fisoya. Wow. Irkwe. Irin na sabuyo. Amongo na safa. Ouais. Asabu. Atoyano. Ouais. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
De retour sur ce plateau, après quelques soucis techniques, on espère que cette fois-ci c'est la bonne. Je vous annonçais le maire de la commune de Ouassa-Peyanko en ligne, au téléphone ce matin, comme à notre habitude, tous les jeudis matins, pour parler donc décentralisation. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes Ouroumare Koto, vous êtes donc le maire de la commune de Peyanko. Merci beaucoup d'avoir accepté de décrocher notre appel et de discuter avec nous aujourd'hui des réalités de votre commune. Alors, monsieur le maire, lundi, c'était la rentrée des classes. On n'a pas d'écho de votre commune. On suppose alors que tout va très bien là-bas. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je crois, à l'instar des autres communes du Bénin, la commune de Peyanko a connu aussi la rentrée scolaire. Je crois que le lundi, avec le chef de la région pédagogique, avec mes collaborateurs, on a fait une descente sur le terrain pour constater l'effectivité de la rentrée. Et les écoles que nous avons parcourues, on a pu constater réellement que la rentrée a eu lieu sur le territoire de la commune de Peyanko. Donc les enseignants, les apprenants, tous étaient quand même en place. C'est ça. Donc il n'y a pas de souci majeur en tout cas. Non, souci majeur, je crois que les soucis, il y a certains soucis qui existent, parce que vous voyez le problème d'infrastructure, je veux parler des bâtiments et des meubles. Donc ça là, le conseil communal essaie de faire ce qu'il peut, mais quand vous allez dans certaines écoles, vous constatez toujours les enfants sont dans des appartements. Au lieu de 2 par table, vous constatez qu'ils sont à 3. Bon, c'est des soucis quand même qui existent, que nous essayons de gérer avec les moyens de bord. Mais ce n'est pas facile. Sinon, les anciens étaient sur le terrain. En tout cas, actuellement, il pleut aussi sur votre commune, mais cela n'empêche pas les activités pédagogiques de se dérouler. Par contre, les routes sont dégradées, rendant même parfois certains villages inaccessibles carrément, comme le village de Gambinou dans l'arrondissement de Tobré. Monsieur le maire, qu'est-ce que la commune fait ou la mairie fait à ce propos pour les voies qui sont difficiles à pratiquer? Oui, merci monsieur le journaliste. Bon, quand vous parlez souvent du problème des voies là, moi en tant que maire de la commune de Peyanko, des fois j'ai du mal à répondre, j'ai souvent envie que les gens viennent vivre ce que nous vivons dans la commune de Peyanko en matière d'accessibilité, que ce soit à l'intérieur, c'est-à-dire sur nos petits axes qui vont dans les villages, dans des fermes, et aussi sur les grands axes. Je crois que vous, dans les réseaux sociaux, vous lisez. Absolument. Vous voyez. Donc je crois que ça, la situation n'est pas du tout réduisante. C'est quoi? Mais la mairie semble complètement dépassée et inactive. C'est si compliqué comme ça de s'investir dans tout au moins le reprofilage des voies, monsieur le maire? Oui, c'est vrai, monsieur le journaliste. Je crois que la mairie n'est pas sans action. Mais quand vous dites la mairie est dépassée, je dis c'est ça même le mot. La mairie est dépassée parce que vous-même vous connaissez un peu nos budgets au niveau des mairies là, et qui parlent de route, parlent vraiment d'investissement lourd. Ce n'est pas de l'amusement. Même pour faire déplacer une machine et venir faire un travail, vous voyez ce que ça coûte. Alors que la mobilisation n'est pas à la hauteur de ce que nous attendons. Mais on essaie de faire ce qu'on peut en fonction des moyens de bord que nous disposons. Sinon, l'état des routes au niveau à l'intérieur de la commune de Peyanko, vraiment, la situation vraiment reste à désirer. On a l'impression aussi que l'intercommunalité, c'est pas votre priorité, entre Kérou, Kouandé et puis vous, Ouassa-Peyanko. Pourquoi est-ce que les 3 communes, qui sont quand même, du point de vue socio-culturel, pratiquement identiques, du point de vue linguistique aussi, pratiquement identiques, pourquoi est-ce que ces 3 communes ne s'associent pas ou n'unissent pas leurs forces pour faire face aux graves difficultés qu'elles ont? Ça, je crois que ça vous l'avez vu, mais l'intercommunalité fait notre préoccupation. Vous savez, avec les réformes actuelles, nous avons quelques petits soucis d'avoir nous adapter. Nous avons le directeur de l'intercommunalité, par exemple, qui est tiré, qui est parti, donc, et du coup, l'intercommunalité est restée comme ça. On essaie de se battre quand même. Sinon, effectivement, actuellement, l'intercommunalité a quelques soucis de fonctionnement, mais nous y appelons en associant les nouveaux cas tirés, notamment les SE, pour voir vraiment comment faire pour redynamiser l'intercommunalité, vraiment qui est la première du Bénin. Donc ça, c'est un constat, mais
Et nous appelons quand même à faire revivre vraiment cette intercommunalité. Alors, en début de semaine, monsieur le maire, des agriculteurs et des éleveurs se sont encore affrontés sur votre territoire, notamment à Sinaou, c'est dans la commune, c'est dans l'arrondissement de Tobré. C'est éternel, hein, ce problème, et on n'a pas une solution, monsieur le maire. Oui, ça c'est vraiment éternel et la solution peine à venir, Effectivement, dans la commune de Péonco, les conflits agriculteurs-éleveurs, ça on enregistre fréquemment. Ça, c'est exagéré de dire tous les jours, mais je pourrais dire que c'est ça la réalité. Puisque ce n'est pas le tout qu'on porte à notre connaissance, sinon, ça c'est des faits courants. Parce que la commune est essentiellement agricole. Elle est essentiellement agricole et les deux peuples qui cohabitent, comment on appelle, les agriculteurs et les éleveurs, vous voyez la gestion de l'espace. La gestion de l'espace, ce n'est pas facile. Et agriculture, élevage, les deux activités vraiment sont d'une importance capitale à l'intérieur de la commune. Et les deux communautés partagent la même terre. Et du coup, avec le trajet des couloirs et autres là, on n'arrive pas à régler ces problèmes-là. Donc c'est des conflits que nous enregistrons tous les jours. Et le dernier cas dont vous évoquez, effectivement, c'était pas une situation réduisante où les agriculteurs sont allés saccager un campement. Tout à fait. C'était pas du tout intéressant. Juste pour des questions de divagation, où la loi a prévu qu'il doit avoir des dédommagements. Mais les autres estiment qu'ils ont été dédommagés, mais que le dédommagement n'était pas à la hauteur des dégâts. Alors que c'est des techniciens qui sont allés faire l'évaluation. Mais on ne devait pas en arriver là. Mais dommage, c'est ce que nous sommes en train de constater. Et le réel problème aujourd'hui, au niveau de cette activité, en termes de solution, je crois que c'est la sédentarisation dont le chef de l'État, le président Patrice Talon, en fait une priorité. Si on n'arrive pas à régler cette question de sédentarisation, les conflits iront de pire en mal et ça va se multiplier d'année en année. Parce que la population s'accroît, les terres sont là, on aura toujours besoin des terres cultivables. Tout à fait. Donc, l'espace de pâturage aussi, on en aura besoin, parce que le cheptel aussi va croître. Donc, c'est la sédentarisation qui pourra nous permettre vraiment de régler cette question. Et à travers cette sédentarisation, les éleveurs aussi doivent comprendre que l'élevage ne doit pas être un élevage de prestige, mais quand ça comme une activité vraiment économique, tout comme les autres. Mais je crois il y a des partenaires aujourd'hui. Je prends le projet Procès qui vraiment s'occupe de ça. Et même pas plus tard qu'hier, on a eu une séance avec le projet Procès par rapport à ça. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment d'aller très vite par rapport à cette question de sédentarisation. De façon spécifique, au niveau de la commune de Péonco, moi je dirais, si nous avons l'accompagnement de l'État, si nous avons l'accompagnement des partenaires, moi je dis que dans la commune de Péonco, la sédentarisation peut être une effectivité. Parce que si c'est l'espace, nous avons pu pour le moment identifier 7 sites qui pourront abriter les éleveurs. Et ça a été fait en commun accord avec toutes les parties. Les rois ont été associés, les éleveurs ont été associés, les agriculteurs, les forestiers, et comme on appelle la TDA, et comme on appelle DDEP, en tout cas toutes les structures, le conseil communal, tout ce que vous savez quand même, et nous avons pu identifier ces espaces-là. Mais aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est quoi? Ce sont les infrastructures. Parce que vous ne pouvez pas envoyer un éleveur dans un domaine sans qu'il y ait de l'eau. Si nous arrivons à avoir au moins aujourd'hui de l'eau dans ces zones-là, je crois que nous, au niveau de la commune de Péonco, nous pouvons gérer, comment on appelle, la sédentarisation. Ça peut vraiment être une effectivité. Il y a même un domaine que nous avons déjà délimité avec l'appui d'un partenaire, et plus de 3000 hectares. Ça, c'est la délimitation est déjà faite. Et il y a un second domaine, encore plus de 3000 hectares. Et il y a 5 autres sites qui restent, qui ne sont pas encore délimités. Donc, vous voyez, tout le problème aujourd'hui, c'est un problème d'infrastructure. Et l'infrastructure première, c'est l'eau. C'est ça. Si on peut avoir des retenues d'eau, et comment on appelle, des forages et autres là, pour permettre aux éleveurs de rejoindre ces localités, comment on appelle ces sites-là, je crois qu'au niveau de la commune de Péonco, on pourra régler ce problème-là. Sinon, les couloirs de passage ne vont pas régler ces problèmes-là. Parce que au niveau de la commune de Péonco, figurez-vous, on a fait en tout cas plus de 200 km de couloirs de passage. L'année passée, on en a fait 50, cette année 70. Mais pourtant, ça a perdu. Ça a perdu. Donc vraiment, c'est vraiment... Donc la solution pour vous, c'est la sédentarisation et Péonco est déjà prêt. Oui, nous avons déjà identifié les sites. Et à l'étape où nous sommes, moi je crois même avec nos agriculteurs, les éleveurs là, ce n'est plus une question de sensibilisation, mais c'est une question d'investissement. C'est ça. Il faut aller investir et le problème est réglé. Sinon, nous allons passer tout notre temps à dire sensibilisation.
on n'aura pas de solution. Il vaut mieux aller à l'essentiel et c'est de passer directement aux investissements. Et dans ce cas, je dis, monsieur le journaliste, et nous avons des procédures aussi qui nous créent des problèmes aujourd'hui. Parce que hier, on a eu des échanges avec le projet procès. Vous voyez, depuis que le projet a commencé, mais jusqu'à présent, de façon concrète sur le terrain, et en termes d'investissement, ça n'a pas encore commencé. Tout le temps, c'est les procédures. Moi, je crois aujourd'hui, le secteur de l'élevage a besoin de projets spécifiques avec des manières de procédures spécifiques pour pouvoir investir rapidement. Sinon, si on doit nous conformer, c'est-à-dire aux tests qui régissent les passations de marché au Bénin, je crois qu'on aura des problèmes. On va beaucoup traîner. On va passer tout le temps sans pouvoir aller à l'essentiel qui est l'investissement. Monsieur le maire, mais il y a aussi un autre défi qui vous attend, et quand je dis vous, c'est la mairie, c'est la sécurisation des terres aussi. Il y a que les populations bradent les terres, notamment à des étrangers, et ce sont de vastes étendues. J'ai eu des échos en préparant cette émission qui ne sont pas très rassurants, pardon, monsieur le maire. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça, c'est une réalité aussi. Dans la commune de Péonco, il y a des individus qui viennent, tel que vous l'avez dit, qui, de façon irrégulière, s'installent sur des terres, soi-disant qu'ils les ont acquis. Mais au niveau du conseil communal de Péonco, nous avons mis les structures qu'il faut pour pouvoir gérer les terres. Je veux parler de, comment on appelle, le conseil communal est là, et le comité de gestion foncière au niveau de la commune là, au niveau des villages, nous les avons installés et on a dû même les former et leur donner tout ce qui est comme information essentielle dans le code foncier pour leur permettre vraiment de pouvoir bien gérer les terres là. Parce que les gens pensent qu'il suffit d'être quelque part et d'amener quelqu'un pour dire bon, c'est pour moi, je te vends ça ou bien je te loue ça sans aucun acte. On leur a dit ça là, c'est pas possible. Donc les sensibilisations, tout le temps on en fait. D'ailleurs même, nous avons prévu, c'était je crois la semaine passée, on vient de finir une sensibilisation, comment on appelle, une séance de formation avec tous les comités de gestion foncière et de la commune de Péonco. Dans tous les villages, on les a installés et on est en train de les former pour leur dire la gestion des terres, voilà comment ça doit se faire. Donc c'est une situation, mais au niveau du conseil communal, nous sommes conscients et nous avons pris la mesure des choses pour pouvoir sensibiliser nos parents. Maintenant, et au cas où quelqu'un tomberait dans une situation irrégulière, je crois que les sanctions ne vont pas tarder à venir. Alors, il y a aussi une situation, on va laisser un peu les terres et les bœufs. Il y a une situation qui prévaut actuellement avec les agents de la mairie, le personnel administratif qui se plaint depuis 1 an maintenant. Il y a quelques indemnités qui ne sont pas encore payées, monsieur le maire. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, merci monsieur le journaliste. Je voudrais vraiment que vous soyez précis. Vous avez dit quelques indemnités, lesquelles? Et ils ont parlé... Je ne suis pas le SE, je suis maire. Je voudrais que vous me donniez des précisions pour que je puisse vraiment savoir de quoi il est question. Monsieur le maire, il y a quelques émoluments qui doivent être payés quand même au personnel administratif. Et je sais que vous êtes patron au niveau de la mairie. Vous avez certainement l'actualité au niveau donc de votre personnel. Oui. Au niveau de la mairie, aucun agent n'est venu se plaindre par rapport au paiement des lois. Ce qui est prévu dans le budget en termes, comment on appelle, de salaire, en termes de primes, je crois que je n'ai pas encore eu. Mais, vous savez, comme tout autre, l'homme est un éternel insatisfait. Donc, c'est peut-être des questions d'augmentation de salaire, ou bien vous parlez de la revalorisation. Parce que si c'est ça, d'accord. Parce que les gens sont venus, j'ai dit non, ça c'est une situation, comment on appelle le personnel. Je leur ai dit que ça, c'est une situation nationale. Et ça, ce n'est pas nous qui gérons. Entre-temps, quand cette situation de valorisation a été posée, les gens ont commencé par le faire, on a dit, attendez, c'est une situation nationale. Une évaluation sera faite pour avoir quand même la situation, un état des lieux, avant de pouvoir généraliser. Parce que ne faut pas qu'un agent de la mairie de Péonco, qui est à une catégorie, disons peut-être... B1 qui a un salaire et qu'un autre agent d'une autre commune, Cotonou par exemple, B1 qui a un salaire plus grand. Ça, je crois qu'au niveau de la fonction publique, ça n'existe pas. Les salaires en fonction de grade sont uniformes, mais les primes peuvent varier en fonction des réalités des communes. Monsieur le maire, une dernière curiosité. Je connais très bien le marché de Péonco, en tout cas il y a une dizaine d'années quand même. Et son aspect n'a pas tellement évolué, même si les travaux de réaménagement et de réhabilitation ont été engagés. Cela traîne beaucoup, monsieur le maire.
les commerçants et les commerçantes s'impatientent. Et on sait que Ouassa-Peonko, c'est quand même un grand carrefour où beaucoup de peuples viennent faire des affaires de Kouandé, de Kérou, de Djougou, et même de Guessou Sud par exemple, et de l'autre côté aussi. Pourquoi est-ce que le marché ça peine à avoir une nouvelle physionomie? Ok, merci bien. Je crois que vous m'avez posé la question, je vais la répondre. Ça peine vraiment, mais ça ne veut pas dire que ça ne vient pas. Et au début, ça dit, comme on le disait, ou bien les informations que vous avez eues, c'était une initiative du conseil communal. C'est ça. Avec un partenaire. Mais, chemin faisant, le chef de l'État, lors de sa tournée, il a dit attention, Peonko mérite plus que ça. Le marché de Peonko est pris dans le PAG. Ce que vous faites là, arrêtez. Donc il a fallu qu'on négocie un peu avec le chef de l'État pour que le financement qui est là, avec les partenaires, que ça puisse évoluer. Mais le reste est pris dans le PAG. Et effectivement, les travaux qui doivent être faits sont actuellement en cours. L'appel d'offres est lancé. Les dernières informations que j'ai, je crois, et si tout va bien, au plus tard quand même en novembre, en tout cas les informations que j'ai, s'il n'y a rien qui croche, d'ici la fin de l'année quand même, la remise de site sera faite à l'entrepreneur. Donc on est en contact quand même avec la structure compétente qui s'occupe de ça, c'est la CIRAD. C'est la CIRAD et je crois que tout va bien. Mais peut-être le seul souci, là où moi j'ai des craintes, c'est par rapport au dédommagement. C'est ça. C'est là ma grande crainte. Parce que les gens sont encore sur le site, l'appel d'offres est lancé. Si d'ici à là, on va remettre le chantier à l'entrepreneur, voilà que les gens sont encore sur le terrain, ils n'ont pas été dédommagés. Comment ça va se faire? C'est là où vraiment se situe ma grande inquiétude et je n'ai jamais cessé. Même hier, avant-hier encore, j'ai dû entrer en contact avec les structures du jeu là. Et c'est là pour dire vraiment, et moi j'ai un souci et je crains que vraiment à la longue qu'on n'ait pas de souci. Ils m'ont rassuré pour dire non, que le dédommagement sera fait, de ne pas m'en faire, qui sont derrière sur le dossier et que tout ira bien. Sinon, au niveau du marché, quand même, les activités évoluent. Mais ce que vous avez dit, je crois que ça, la plainte des marchands, elle est légitime. Tout le temps, ils viennent. Ils avaient menacé même de regagner l'ancien site. Et je me suis opposé. Bon, pour eux, la mairie ne fait rien. La mairie ne fait rien. Les gens sont allés jusqu'à dire même, non, on a eu les partenaires, les Blancs qui voulaient nous construire notre marché. Vous avez refusé. Et aujourd'hui, vous avez abandonné le marché. On a dit non. Il y a un petit souci, et le marché sera construit. Donc c'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à la construction de ce marché. Et je crois que vraiment, c'est une chance quand même pour Peonko d'avoir vraiment ce marché-là. Parce que ça fait plus de 4 hectares. Ça fait plus de 4 hectares. Et c'est beaucoup de milliards. C'est pas 1 milliard, monsieur le journaliste. C'est ça. Ça là, c'est pas de l'amusement. En tout cas, c'est entendu. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été en ligne. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à Peonko. Merci. Donc, je profite de l'occasion quand même pour remercier le président et tout son gouvernement pour tout ce qui se fait pour la commune de Peonko et pour le Bénin en général. C'est ça. Et je crois que le bitumage est là. Mais en temps, vous avez parlé comment on appelle, de route. Nous avons un petit souci actuellement au niveau de la commune de Peonko. Le petit souci, c'est quoi? Quand vous prenez Guessou Sud et le goudron de Guessou Sud qui va à Sinandé, le goudron de Kota qui s'arrête à Kouandé, de Djougou qui passe par Peonko qui va là-bas, il y a 2 petits tronçons qui sont en rade là et qui créent des soucis à Peonko. C'est le tronçon Fombouré, Peonko et Peonko-Kouandé. C'est ça. Oui, Natitengo, c'est le chef-lieu du département. Kérou, Peonko, c'est qu'on aura toujours des soucis à rallier notre chef-lieu de département. Parce que Peonko, Kouandé n'est pas encore pris en compte. Et on n'a aucune information par rapport à ça. Et c'est pareil, du côté de Fombouré, d'ici Fombouré, et c'est les parties les plus dégradées actuellement. Les parties les plus, c'est-à-dire, qui ne sont du tout pas praticables, c'est les 2 tronçons là. Peonko et Fombouré, Peonko, Kouandé. C'est ça. Kouandé, Kota, ça c'est déjà pris en compte. Je crois que les activités sont en cours. Je voudrais vraiment profiter pour remercier le gouvernement et dire que nous sommes toujours dans l'attente et on espère et je suis sûr que ça viendra. On vous aura entendu, monsieur le maire. Bonne journée donc. C'était le maire de la commune de Ouassa-Peonko qui était en ligne pour écho des communes de ce matin. On va faire la pause maintenant.
élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 72 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! École de Cotonou et Abomey-Calavi, prêt à relever le défi santé? Ne cherchez plus. Frucop est de retour pour une 3e édition encore plus délicieuse pour vos enfants. Avec seulement 16 000 francs CFA, votre enfant bénéficiera de notre service premium. Recevons chaque semaine une délicieuse salade de fruits faite avec amour pour éveiller le papy et les faire grandir en pleine santé. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, chaque enfant inscrit au Frucop aura le privilège de bénéficier d'une assurance santé en partenariat avec la Mutuelle de santé de Cotonou. Inscrivez-vous dès maintenant au 60 43 43 43. Ici à la buanderie de Leader Pressing. L'opération qui se déroule ici, c'est l'opération de repassage des draps. Lorsque les draps sont pesés, ce qu'on a fait tout à l'heure, ils ont été introduits dans la lessiveuse à eau, ils ont été lavés avec une bonne dose de vapeur parce que nous disposons de chaudières qui débit une quantité importante de vapeur. N'oubliez pas l'action de la chaleur sur les draps en ce qui concerne l'hygiène. Tout ce qui pouvait nuire à la santé et qui se trouve dans vos draps, une fois les draps introduits dans la calandre, tout ça est tué. Quelle que soit la quantité de draps que vous nous donnez, nous garantissons que vous serez livré en 24 heures. Nous leur assurons une durabilité énorme. De retour sur ce plateau pour le commentaire de ce matin. Franck Aounou, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, on va parler de la libération des espaces publics. Il y a des bruits de force et des plaintes depuis quelques jours maintenant dans les, au niveau des grandes artères, des grandes villes comme Cotonou, Abomey-Calavi, Porte-Novo et autres. On en parle donc sur l'Actu Matin ce matin après la première opération qui remonte à 2017, faut-il le dire. Les autorités reprennent le métier reviennent à la charge et ne veulent plus voir quelqu'un sur les domaines et espaces publics. Cette opération est-elle vraiment opportune aujourd'hui? Bien sûr, Tanguy, elle est opportune et au-delà même de son opportunité, elle est légale et bien justifiée. Il suffit de parcourir les dispositions du décret numéro 2015-16 du 29 janvier 2015 portant conditions et modalités d'occupation du domaine public pour vous convaincre de ce que l'occupation d'une toute petite portion et même du domaine public répond à plusieurs conditions qui sont définies et dont la mise en application est assurée par l'administration publique. Lorsqu'on évoque le domaine public, on fait allusion au marché par exemple, aux espaces verts, aux réserves administratives, les places publiques. Parmi ces espaces, il y en a que vous pouvez occuper sans être inquiété, comme les marchés encore, que là, il faudra respecter les limites que vous fixe l'administration, tout ceci selon un contrat bien défini. Mieux, lorsque on fait une lecture croisée de ce décret et du Code foncier domanial, il apparaît clairement que l'occupation du domaine public ne se fait pas comme le veulent les citoyens, mais tel que défini par les textes de loi en la matière. L'article 1er du décret 2015-16 est assez clair quand il dispose que le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'occupation du domaine public conformément aux dispositions des articles 280 à 283 de la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant Code foncier domanial en République du Bénin. Nous n'avons pas tout le temps pour déchiffrer le contenu de ce décret, mais le moins qu'on puisse dire, lorsque l'administration sent que ce décret a été prouvé du fait et de la largesse que se donnent des citoyens en occupant les trottoirs par exemple, les emprises des voies et tous autres endroits qu'ils n'ont nullement le droit d'occuper. Et enfin, si l'État le sent, disais-je, il est dans son plein droit de réagir
ramenant les occupants à l'ordre. Et vous allez vous rendre compte que cette opération se fait de façon permanente à travers les passages réguliers des forces de l'ordre pour dissuader ceux qui s'entêtent à rester dans les lieux où ils ne devraient pas se retrouver. C'est lorsque l'administration déploie plus de force et met en place un dispositif pour déloger les occupants que cela crée le tollé et beaucoup de tintamarre tel que nous l'observons actuellement. Il n'est pas rare d'entendre, ils veulent nous affamer, au secours talon, c'est méchant, c'est notre espace à nous tous, pourquoi nous refuser de rester là ou ici? Bref, des cris de cœur qui vous amènent presque à condamner les autorités, mais elles sont bien dans leurs droits et même confortées par l'article 11, conformément aux dispositions de cet article et de l'article 281 du Code foncier et domanial qui dispose que l'autorisation d'occuper un bien du domaine public est accordée à titre temporaire, précaire et révocable. Si on se base sur cet article, l'administration peut bel et bien vous accorder une place aujourd'hui et le lendemain vous demander de vider les lieux. Si les populations n'ont pas cela à l'esprit, elles vont toujours se sentir brimées dans leurs droits. Or, nul n'est censé ignorer la loi. Il a la loi, il a l'esprit de la loi, Franck. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un esprit qui devrait accompagner cette opération? En principe, oui, mais je dirais non. Il faut appliquer la loi, qu'elle soit dure ou ses effets difficiles à supporter, puisque dans un État qui se respecte et qui se veut et prospère, les citoyens doivent respecter les limites que posent les tests. Si la loi vous interdit de rester sur les trottoirs pour vendre vos articles, c'est comme ça et il faut s'y conformer. La loi, c'est la loi, mais à côté de tout ceci, Tanguy, de la fermeté, de la volonté de faire respecter les tests de loin dans une république comme la nôtre et surtout que ces actes visent le développement du pays. À côté de tout cela, on ne peut occulter certains paramètres. La douloureuse expérience de 2017 nous a laissé des traces indélébiles quant au désastre d'une opération qui avait été pas du tout pensée et surtout malmenée sur le terrain. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains ménages n'ont pas encore retrouvé leur équilibre parce que le commerce sur lequel la famille tenait debout a disparu du jour au lendemain du fait de cette opération faite avec beaucoup de zèle, jadis, et d'amateurisme, le tout sur fond d'impréparation. Les parties prenantes à la dite opération voulant plaire à l'autorité n'avaient pas pris le moindre recul pour mieux cerner de quoi il s'agissait. La pilule fut très amère, les populations ont encore sur leur langue le goût amer et nous voici encore les 2 points joints dans une nouvelle opération sur zèle, la précipitation qui avait caractérisé le premier passage des équipes pour renvoyer et déloger les populations indélicates. Ces attitudes de contre-performance commencent déjà par se reproduire. Le chef de l'État doit pouvoir recadrer les uns les autres, car après tout, c'est son nom qui est transformé, comme l'a dit un ancien ministre d'État et maire, en cure-dent dans la bouche des pauvres populations des dames très meurtries dans leur chair. L'opération est légale, opportune, mais il faut la mener avec la plus grande méthode parce que, ne l'oubliez pas, les populations viennent de sortir des dépenses liées à la rentrée. C'est grâce à ces petites activités qu'elles mènent dans l'occupation de l'espace public qu'elles ont pu assurer et bien préparer la rentrée pour leur progéniture. Merci beaucoup à vous, Franck, pour ce commentaire qui va faire place à nos débats avec ce matin. Eric, déjà installé. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Offusqué ou pas de la manière dont on a engagé cette deuxième phase de l'opération de guet-paissement? Pas sous l'ensemble du territoire. Je pense que pour les images que j'ai vues qui nous viennent d'Abomey-Calavi, oui, je pense que il faut le dire, c'est pas la bonne manière, justement, de faire comprendre à quelqu'un de partir d'un lieu, d'un espace, même si la personne l'a occupé de façon illégale. Quand on voit des autorités d'une commune qui nuitamment se décident d'aller dégager des gens, de brûler de la marchandise de jeunes qui vendent de la friperie, de brûler la marchandise d'une dame qui fait son petit commerce, je pense qu'on peut avoir ce résultat
tout en faisant les choses autrement. On peut aller par une forme de pédagogie, justement, et davantage faire comprendre aux intéressés le besoin, n'est-ce pas, de pouvoir libérer ces espaces-là. Je pense qu'aujourd'hui, la pertinence de l'opération n'est plus à justifier. Nous savons que dans nos communes, dans nos localités, par le passé, l'espace public a été occupé de façon illégale et anarchique. Et ce qui nous amenait à observer pas mal de désordre en termes de disposition des gens dans nos villes. Quand cette opération avait été lancée, c'était difficile pour les gens. Mais aujourd'hui, nous voyons, quand on a lancé le projet asphaltage, on est bien content de quitter la zone portuaire ici à Cotonou vers la zone de l'aéroport où la voie est bien tracée et bien asphaltée. On est bien content aujourd'hui de traverser la haie vive. Tanguy, on n'avait pas, comment on dit, cette facilité il y a quelques années en arrière. On est bien content de circuler sur la route des pêches à Fidjosé. Vous imaginez, il y a peut-être 5 ans en arrière, ce qu'attire l'image que cela nous offrait, où les bandes d'âmes pour le petit commerce s'installaient un peu partout anarchiquement. Il y a un besoin de donner un nouveau visage à nos communes, et cela passe forcément par une autre façon d'occuper l'espace public. Et je pense qu'il faut davantage sensibiliser les gens à l'effet de comprendre ce besoin de pouvoir s'installer comme cela se doit, en respect des tests. Franck l'a rappelé. Maintenant, cela ne doit pas nous amener à fermer les yeux sur l'excès de zèle de quelques acteurs qui sont à la charge de cette opération. J'ai pu apprécier, par exemple, ici à Cotonou, la démarche qui a consisté d'abord d'avoir une séance de travail avec tous les chefs quartiers de Cotonou, les chefs d'arrondissement, l'autorité préfectorale et puis les autorités de la mairie ont échangé avec ces différents acteurs à l'effet de leur expliquer l'imminence du démarrage de cette opération. Les as qui sont concernés l'ont été cités, et puis après on est passé à l'action de façon vraiment pédagogique. Je pense que c'est ce qu'il faut davantage souligner. Ça ne sert absolument à rien de brûler la marchandise de pauvres dames qui, bon, dans une certaine mesure, sont dans une certaine situation et n'ont que ces petits business, n'est-ce pas, pour faire tourner le foyer. En le faisant, je pense qu'on s'est tiré nous-mêmes une balle dans le pied, parce que ce sont nos compatriotes, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères, ce sont nos grands frères, n'est-ce pas, qui font ce petit commerce-là. Et on peut franchement expliquer la pertinence de l'opération sans aller de façon brutale, de façon violente. Comment est-ce qu'on procède face à des populations qui sont têtues? Des populations qui, par le passé, ont d'ailleurs été brutalisées aussi, dont on a saisi les marchandises, qu'on a parfois menacé d'enfermement, etc., et qui reviennent à la charge. Quel est le mode opératoire? Comment on fait? Vous savez que j'aurais aimé, par exemple, c'est peut-être te demander à la police républicaine, en tout cas aux différents acteurs qui s'occupent de cette opération, si pour ces dames dont on a brûlé la marchandise, on aurait pu bien récupérer sa marchandise, en prendre soin et essayer d'aller déposer ça dans un autre espace en l'invitant justement de ce que vous allez cet faire espace... ça pendant combien de jours? Si le lendemain matin elle est déjà prête à revenir sur le... Non, il faut reconnaître que nous sommes face à des populations, comme vous l'avez dit, très têtues, et vous les chassez à 7 heures, déjà à 9 heures, elles cherchent le moyen de revenir à cette même place-là. Et combien d'accidents n'avons-nous pas enregistrés pour le simple fait que, par exemple, vous, pour engager sur une voie, le simple fait de voir si derrière, il y a des motos, des camions ou des voitures qui arrivent pour engager, vous ne parvenez pas à voir derrière, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont installés sur les trottoirs, qui vendent, qui ont leur étalage, et ça vous empêche. Combien de morts n'a-t-on pas enregistré du fait de ces camionneurs dont le système de freinage n'existe même plus, qui déraillent et qui rentrent sur les trottoirs et vont retrouver des bonnes dames qui ont leur étalage de poissons, qui ont leur étalage de bonbons et autres. Donc face à, voilà, Taco Tevipo et tout ça, Gary et tout, face à cela, aucune autorité ne peut rester insensible ou inactive. Donc l'autorité a bien raison
de dépêcher des gens sur le terrain pour dire allez me dégager ceux-là. Et dans aucune ville au monde qui se développe, qui est jolie, où les gens vont voir, viennent nous raconter ici, pour nous qui n'avons pas encore la chance de beaucoup voyager, de prendre des avions. Mais on revient nous dit, vous allez dans certaines villes, vous ne voyez personne au niveau des trottoirs. Les trottoirs sont, par exemple, faits pour les piétons, pour permettre aux gens qui ne sont pas à moto de circuler. Mais il y a tellement d'installations de petits commerces que vous avez du mal à marcher. C'est lorsque vous êtes à moto que vous ne vous rendez pas compte, mais prenez, circulez un peu à pied, vous voyez que les trottoirs sont occupés de façon anarchique. Et mieux, il y a des endroits, des espaces où vous ne devez pas retrouver des populations. Même si vous vendez quelque chose qui vous rapporte 100 fois par jour, vous n'avez pas le droit de vous retrouver à ces endroits, mais on les retrouve, et surtout dans les grandes villes. Donc cela ne donne pas une belle image. Alors, lorsqu'on laisse ce côté-là de l'opportunité, de la nécessité de ne pas voir ces populations, il arrive que malgré tout ce qu'on fait, les gens ne prennent pas le pli, donc il faut descendre sur le terrain. Mais lorsqu'ils descendent sur le terrain, est-ce qu'il y a un canevas qui est tracé? Est-ce qu'il y a une méthode bien pensée qui est tracée? On ne peut pas, par exemple, l'exemple donné par, disons, Eric, on ne peut pas saisir une marchandise, la brûler sous le prétexte qu'on est en train de libérer l'espace public. Il y a des manières. Faites payer des amendes, saisissez pendant un temps, c'est déjà des manques à gagner et vous l'obligez à ne pas rester. Moi, je pense qu'il faut partir de la base. Il faut associer davantage les élus locaux, les chefs quartiers comme ils l'ont fait ici, parce que c'est eux qui sont au contact des populations. Lorsque le chef quartier a les moyens et qui a son équipe sur place, qui voit aujourd'hui une dame qui s'installe ici, on vient une fois, on la retrouve, deuxième fois on la retrouve, la troisième fois, le chef quartier peut saisir sa marchandise et lui dire « Attention, si tu continues, nous allons définitivement te retirer ces marchandises-là. » Vous voyez, donc, moi je pense que c'est la méthode qui pose problème ici. Ce n'est pas l'opération en elle-même. Si les hommes qui ont en charge cette opération peuvent mettre un peu de la manière, je pense que ça devrait aller. Et de regarder, depuis 2017, on a laissé le temps couler. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Ça veut dire qu'on a laissé encore le temps. Les gens se sont installés, un peu comme... Est-ce que ce n'est pas là justement la culpabilité de ceux qui reviennent maintenant dégager les trottoirs? Il fallait mettre la veille sur les endroits où on a dégagé, parce qu'on sait que les populations ont eu beaucoup de difficultés, beaucoup de peine à se séparer de ces endroits-là et à trouver d'autres endroits. Évidemment, le commerçant, il veut se positionner là où il pourra mieux vendre. Absolument. Et quand bien même vous lui expliquez que c'est pour la bonne cause, il faudrait quand même qu'il soit convaincu du sacrifice qu'il doit faire et surtout qu'il ait, ma foi, une contrainte permanente qui lui évite de retourner justement à ses vieilles amours. On a laissé les gens se réinstaller et on vient maintenant saisir les marchandises pour les brûler. Est-ce que ça a un sens, cela? Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous. Encore que si nous voulons davantage faire adhérer la masse, la population à la base à cette opération, il faut vraiment de la pédagogie. Quand les gens retiennent seulement dans leur esprit l'image de ce qu'on a brûlé de la marchandise, vous ne pouvez pas au même moment demander à cette personne de comprendre la pertinence de cette opération. Ils seront braqués tout de suite sur le fait que nous avons de l'acharnement, nous vivons une forme de pression, d'oppression, n'est-ce pas, sur nous. Quoique cela peut leur apporter demain en termes d'infrastructures qui changent un peu l'image de la ville. Donc je pense qu'il faut éviter ça. On peut procéder à des amendes, on peut faire des saisies, on peut justement essayer de rentrer en contact avec ces personnes, leur expliquer le bien fondé de cette opération. On peut à la limite récupérer de façon définitive la marchandise et justement si on constate que cette personne ne veut toujours pas comprendre, ne veut toujours pas libérer l'espace public. Il nous faut vraiment éviter ces images où nous voyons les acteurs brutaliser les bonnes dames, les jeunes, vous les voyez courir et puis après ça engendre encore d'autres situations et puis je pense qu'il faut vraiment éviter ça. Et maintenant,
il faut vraiment faire un suivi. Quand on finit de libérer un espace dans un milieu donné, il faut s'assurer que cet espace ne soit pas recolonisé par les mêmes personnes. Ou si c'est dans l'idée de lancer un projet, que le projet soit vraiment lancé. Là, nous savons qu'une fois libéré, l'espace est mis en construction pour certainement un projet. Mais je pense que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique qui voudrait que nos villes disposent d'une nouvelle image. Nous voyons ça au quotidien et les populations doivent davantage comprendre vraiment ce besoin, cette embellie que nous observons et essayer vraiment d'éviter d'occuper les espaces publics de façon illégale. Et nous le précisons que cette opération est menée justement contre ces personnes qui occupent l'espace public de façon illégale. Pour des gens qui sont bien installés en respectant les normes, en respectant les tests, en tout cas les tests qui encadrent l'installation de petits commerces dans nos différentes localités, je ne pense pas qu'ils aient le même problème. Franck, comment finir? Oui, vous savez qu'au niveau de l'administration locale, et là, c'est là où il y a un peu le paradoxe à mon niveau, on perçoit des tasses chez ces citoyens-là. On les voit sur les trottoirs et on vous dit, nous sommes venus placer des tickets. Et cet argent-là rentre dans les caisses de l'administration locale. Au même moment, l'État central dit, je veux qu'on libère ces espaces-là. Vous voyez, pour des populations chez qui on vient percevoir chaque matin 100 francs, 200, pour elles, c'est que cette place-là... L'État reconnaît. On reconnaît, on leur légitime un peu cette place qu'elles occupent. Donc, il y a ce problème-là qu'il faut régler. Si vous savez que la personne est dans l'illégalité, non, ne venez pas placer des tickets pour percevoir de l'argent. Dites-lui, je ne veux pas de ton argent, il faut dégager, il faut vider les lieux parce que là, on ne doit pas rester. Donc, à partir de ce moment, moi, je pense que c'est pourquoi je dis, le travail doit partir de la base. Les élus locaux, les maires, au niveau des préfets également, les préfets également doivent veiller à cela. Parce qu'au nom de la mobilisation des ressources propres, on va placer des tickets pour des gens qui ne... S'ils ne placent pas les tickets là, ils vont me les placer où? Non, là où ils ont attribué... Là où il n'y a pas de source de financement, de mobilisation de ressources. Oui. Mais ce faisant. Là où ils sont allés placer des gens et dont ils ont défini les limites qu'ils doivent occuper. Je pense que c'est là qu'il faut aller placer des Justement, et cela fait partie des problèmes que nous avons aujourd'hui. Parce que pendant longtemps, l'administration s'est rendue complice, n'est-ce pas, de cette affaire. Quand vous allez prélever des taxes auprès des gens qui sont installés de façon illégale, c'est une façon de reconnaître, de légitimer. Qu'est-ce qu'on fait quand ils sont installés de façon illégale? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de prélever des taxes, c'est là et en même temps qu'il faut faire comprendre à cette personne que tu n'as pas le droit d'être là. Et l'administration enclenche le processus de dégager cette personne et non de prendre de l'argent de cette personne. Parce qu'on l'a fait justement. Vous avez vu tout le mal que le gouvernement s'est donné avant de lancer le projet asphaltage. Autrement, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de dégager les gens si, entre-temps, quelqu'un a fait son travail, quelqu'un a fait son boulot? C'est ce qui a manqué. Vous savez, en termes d'urbanisation dans nos villes, c'est peut-être un peu aujourd'hui que nos villes respirent, sinon que par le passé. Et vous voyez, ou bien c'est une bande qui te dit, ah non, c'est le même qui m'a dit de rester ici. Ah non, c'est le chef d'arrondissement qui est venu, lui-même me dit de rester ici. Et tu entends des histoires du genre, le chef quartier par-ci, par-là. Je pense que pendant longtemps, nous sommes restés dans ce jeu de complicité entre les autorités communales ou préfectorales et puis les commerçants sur le terrain. Et il n'y a pas que nos petits commerçants ou les commerçantes qui sont concernés. Vous avez également des structures qui, on observe, on sait bien que ça, c'est un domaine public. Du jour au lendemain, vous voyez un immeuble qui sort de terre, on s'installe, c'est une société qui s'installe, et puis après, ça devient des problèmes. Parce qu'il faut éviter ça. Oui, lorsque ces genres d'opérations sont menées, vous allez voir, on dit talon. Alors que nous avons un ministère du cadre de vie et du développement durable, nous avons les préfets qui sont concernés, nous avons les maires, ainsi de suite. Moi, je dis, il va falloir que le chef de l'État puisse mettre en place un mécanisme pour suivre ces genres d'opérations-là. Parce que parfois, il y a même deux poids, deux mesures sur le terrain. À des endroits, les gens sont souples et ailleurs,
on met toute la rigueur pour dégager les populations. Il ne faut pas aller, par exemple, prendre des tasses, vous posez la question à Eric, il faut chasser les populations et leur dire, là, c'est une zone interdite, il ne faut pas rester là. Ce n'est pas une place à occuper. Mais déjà, une fois, deux fois, trois fois, vous prenez des tâches sur la personne, bon, vous lui donnez le droit et tout le plaisir de rester à cette place-là pour vendre ces petits articles qu'il est allé acheter au marché d'Antopa ou au marché Azeke à Parakou. Donc, moi, je pense que c'est un ensemble. Lorsqu'un maillon de la chaîne faillit, c'est que ça fausse les objectifs qu'on vise à travers cette opération-là. C'est important de le dire pour que chacun joue pleinement sa partition. Allez, on va changer de sujet. On va parler d'un sujet au plan africain. Il y a Paul Kagame qui a annoncé qu'il sera candidat pour la 4e fois à la présidentielle dans son pays. Surpris, Eric? Non, pas trop. Bon, nous parlons quand même du Rwanda, où le président Paul Kagame, chef d'État depuis 1994, trouve toujours le moyen, n'est-ce pas, de revenir toujours à la tête de son pays. Il a annoncé qu'il sera encore candidat pour un 4e mandat. Il est en place depuis 1994. Il a été élu en 2003 et depuis, il a toujours la chance, n'est-ce pas, d'avoir la confiance de son peuple et de gagner les élections à des scores presque soviétiques. Je pense que, nous savons que quand on parle du Rwanda et qu'on évoque les principes démocratiques, c'est pas un pays qui a la bonne cote sur ce plan, donc c'est pas une information qui étonne. Voilà, c'est le contraire qui nous aurait étonné. C'est d'apprendre que Paul Kagame, à la fin de son mandat, a désigné un successeur. Ici. Mais bon, je pense que... Il n'est pas éternel, non? Il n'est pas éternel, mais quand on lui a posé la question, il dit, écoutez, j'ai encore la possibilité d'être candidat jusqu'en 2034. Donc, ce n'est que le début. Non, quoi. Moi, je suis surpris. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui se passe là, ce président se donne encore ce droit de vouloir briguer un 4e mandat. Les tests de son pays le lui permettent. Oui, les tests de son pays le lui permettent. Mais vous savez qu'ailleurs, tout proche de nous, les tests sont permis et brutalement, ça a changé. Je pense que les dirigeants, et c'est ce que nous avons dit tout le temps où nous avons enregistré des pushs et autres là, et il va falloir que les dirigeants africains puissent savoir raison garder. Lorsque un enfant naît et pour grandir dans son enfance, dans sa petite enfance, dans son adolescence et jusqu'à être adulte, c'est la seule tête de ce monsieur qu'on voit. Moi, je pense que ça ne fait pas bien. Il va falloir jouer un peu tirer sur les fibres démocratiques et permettre à ce qu'il y ait une certaine alternance au pouvoir, cultiver les valeurs démocratiques, parce que là, quand ça va, quelle que soit la fermeté ou la solidité, voilà, des tests qui lui permettent de briguer un 4e mandat. Lorsque ça commence, personne ne voit plus ces tests-là et on va commencer encore par dire nous condamnons. Ce qui est bien, ce qui est l'idéal en tout cas pour moi, c'est de permettre que d'autres personnes puissent faire leur expérience. Et quoique bon, à la tête de ce pays, il permet quand même à son pays de se développer. Mais d'autres ont également les mêmes capacités. On a quand même quelques valeurs qu'on reconnaît à la gouvernance de Kagame. C'est d'abord la rigueur de la gestion aussi, la bonne gouvernance. Je crois qu'il y a quelques notes qui sont quand même positives en matière de bonne gouvernance là-bas, en matière donc de tenue politique du pays, en matière de trajectoire du pays, parce qu'il a été vraiment secoué par cette tragédie. Surtout des infrastructures. Oui, les infrastructures, etc. Il y a quand même ces éléments qu'on salue à Paul Kagame. Alors, faisons un choix. La démocratie qui installe Bazoum et qui en fait, comment est-ce qu'on dit, le représentant légitime, légal et tout ce que vous voulez, à la tête d'un Niger qui a connu la démocratie et qui est quand même parmi les pays les plus pauvres de la planète, et la dictature de Paul Kagame qui quand même met son pays sur orbite, s'il vous plaît, avec une diplomatie offensive assez
efficace et rigoureuse. Vous voyez un pays qui est anglophone, qui a son compatriote qui dirige la francophonie, par exemple. Alors, entre ces deux tableaux, qu'est-ce que vous préférez? Les conditions des Nigériens avec la démocratie, c'est ça? Mais voilà, qui relance un vieux débat, démocratie et développement. Vous en avez qui pensent que ce système, tel que nous le concevons, la démocratie, n'est pas un système qui peut nous permettre d'avoir un développement. Vous donnez si bien l'exemple du Rwanda, où dans une démocratie à plusieurs couleurs, on a quand même réussi à construire un pays stable de façon économique. Il y a beaucoup d'avancées. La lutte contre la corruption, ce n'est même pas un sujet dont on débat là-bas, parce que ça n'existe pratiquement plus dans ce pays. Il n'y a même pas de sens de dire corruption là-bas. Voilà, tu ne peux pas rêver, en fait, mettre l'agent sur... mettre la main sur l'agent du pays. Poser une pièce sur le... Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, quand on quitte ce bilan un peu élogieux, nous avons également sur des questions de droits de l'homme, si je suis les notes internationales, le Rwanda n'est pas bien cité. Nous savons comment les opposants sont traités dans ce pays. Nous savons bien de choses également sur ce côté. La liberté d'expression, c'est tout un tas de problèmes également qui sont quand même des principes qu'on retrouve dans une démocratie, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc je pense que c'est une équation assez difficile. Est-ce que en recherchant un développement, en recherchant un besoin d'assurer une stabilité économique, on peut virer dans une forme d'autoritarisme qui nous arrache certains privilèges de liberté? La question, elle est assez importante, mais je pense que soit on est en démocratie, soit on n'est pas en démocratie. Ils ont fait l'option de ne pas être en démocratie. Ils s'en moquent royalement. Quand vous lisez un peu l'interview qu'il a accordé justement à Jeune Afrique, moi je parle de Jeune Afrique. Il leur reprochait de transposer la démocratie occidentale sur le continent africain. Bon, moi, il n'y a pas une démocratie à l'occidentale, une démocratie à l'africaine. Une démocratie, c'est démocratie. C'est pour ça que je dis, si on se sent mieux dans ce qu'on fait, bon, autant changer de régime politique. Là, on est vraiment sûr et certain que on n'est pas en démocratie. Parce qu'on dit qu'on est en démocratie, mais en même temps, on ne respecte pas les principes de la démocratie. À quoi nous sert une démocratie où nous élisons régulièrement et avec beaucoup de milliards un président démocratiquement, alors que la population est pratiquement 80% à jeun, soumise à des risques dangereux et excessifs, même de famine. Je veux parler du Niger. Qu'est-ce que ça... Enfin, moi, je ne sais pas ce que ça leur apporte. La démocratie. Oui, cette démocratie où ils élisent un président alors qu'ils ont faim. Non, est-ce que c'est la faim, est-ce que c'est dû au système politique qu'on a adopté véritablement? C'est dû d'abord à la situation géographique du Niger. Ah oui? Oui, à mon avis. La Mauritanie, le Burkina, ils sont mieux lotis que le Niger, et pourtant... Non, il y a beaucoup de paramètres. Il n'y a pas que le système politique, à mon avis. Lorsque vous prenez le Niger, il n'y a que le désert. Le désert frappe un peu par là-bas. Ils n'ont pas la possibilité, par exemple, de faire tout ce que nous faisons en matière d'agriculture ici, au Bénin, par exemple. Donc, pour moi, est-ce qu'on n'aurait pas pu mobiliser les milliards? Oui. Non, vous savez il y a des présidents, alors même qu'on est dans un pays sahélien où on peut investir ces milliards pour apporter de l'eau, pour apporter à manger, pour aider les mais si vous prenez même le Rwanda, on ne va pas me dire que les 100% des Rwandais vivent très bien, sont tous à l'aise. Vous ne voulez pas faire cette comparaison de la condition de vie des Rwandais? Mais parlons du Niger. De vie des Nigériens. Parlons du c'est pour vous dire que même ce système même politique... problème qui se pose au Niger, où des gens sont élus et n'ont pas la capacité de pouvoir accorder à leur population des besoins élémentaires, se trouve dans la mauvaise gouvernance qui existe dans nos systèmes démocratiques. Ce n'est pas le système de gouvernance qu'on a opté. Les présidents qui se sont succédés à la tête du Niger ont fait quoi de leur mandat une fois élus, n'est-ce pas?
dans le changement de la vie de leur population. Quand on devient président, on crée des sociétés parce qu'on a le pétrole, on installe son fils pour vraiment contrôler tout ça. On sort des milliards qui touchent pas à la vie du peuple. Et c'est la faute au système qu'on a adopté. Mais c'est la qualité des leaders que nous avons. Si on n'a pas, comme on dit, vous avez donné l'exemple de Paul Kagame qui a réussi à lutter contre la corruption. Qu'est-ce qui empêche à nos chefs d'État de mener la même lutte au niveau de leur système démocratique? La démocratie, la liberté, les droits de l'homme. Non, mais je vous donne... Alors, qu'est-ce que nous attendons, par exemple, pour chercher à voir clair dans le bâtiment qu'on nous a construit à l'entrée de Porte-Nouveau? C'est la démocratie qui nous empêche de chercher à voir la clair. Chasse aux sorcières. En quoi? La chasse aux sorcières. Oui. Non, je ne le pense pas. Je sais que vous aussi, vous ne le pensez pas. Comment ça? Si vous êtes dans ma tête. Non, si on décide de voir clair, on va le faire, puisque nous avons vu d'autres dossiers où on a poursuivi des gens. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Parce que justement, dans le système démocratique, les dirigeants africains ont la possibilité de travestir justement la lutte à leur propre profit. Et c'est cela qui rend difficile justement la lutte contre la corruption. Premier élément. Deuxième élément, c'est que dès lors qu'on dit on veut lutter contre la corruption, les mêmes dirigeants élus démocratiquement, parce qu'ils veulent s'accrocher au pouvoir, acceptent que ceux qui sont ciblés par des enquêtes de corruption, etc., acceptent leur soutien, acceptent de les nommer pour continuer à rester au pouvoir. Du coup, vous voulez lutter contre la corruption comment? Oui, mais quand on sait qu'à travers les régimes, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont mêlés à des affaires louches, qui ont dilapidé par exemple les ressources de l'État, mais qui ont traversé les régimes. Qui ont traversé tout le temps les régimes. Et on est en démocratie. Oui, mais parce que justement, le chef, il est là, lui aussi veut en profiter. Vous savez que mettons pas sur le coup de la démocratie, parce qu'un principe qui est fort en démocratie, c'est la justice. Et vous savez, l'opinion, quand l'opinion est en face d'une situation où l'opinion même est convaincue que cette action qu'on est en train de mener à l'endroit de telle personne, on a des éléments qui l'accablent, l'opinion applaudit. Que vous soyez proche ou non de telle ou telle personne, l'opinion applaudit ça. Mais quand on a le sentiment que ce qui se fait là, c'est une manipulation, n'est-ce pas? C'est ce qui accouche souvent, dans les régimes dits démocratiques en Afrique. Non, moi je pense même que c'est nous, populations, qui sommes complices de ces genres de situations. Comment ça? Tout de suite, on dit qu'on veut voir clair dans cette affaire du siège de l'Assemblée nationale. Et un président vient et dit, bon, je vais faire arrêter tous ceux qui sont impliqués et dont on a établi la culpabilité. Vous allez voir tout de suite les populations se lever pour dire, voilà, il est venu, ce n'est pas pour travailler, c'est pour traquer nos pauvres parents, il nourrit un certain nombre de personnes. Donc c'est nous-mêmes qui donnons la possibilité ou qui empêchons les dirigeants de faire ce travail-là. Éric l'a dit, c'est la qualité des dirigeants, de certains dirigeants, qui doivent mettre en œuvre, qui doivent ouvrir la voie aux valeurs de ce système-là que nous avons adopté. Parce que nous avons eu le temps, par exemple, si je prends le cas du Bénin, nous avons connu sous le général Mathieu Kérékou une autre forme de régime, nous l'avons expérimenté et nous avons trouvé qu'il y a des avantages dedans, mais ce qui serait mieux pour notre pays, c'est ce système démocratique-là. Et nous avons fait l'option. Ceux qui doivent mettre en œuvre, vous savez, là, on dit que les lois ne valent que ce que les gens en font, et tout cela est basé sur des lois. Si celui qui met en œuvre la loi, une loi ou un test de loi, si la personne n'est pas assez, n'a pas la même vision que ce que dit la loi et l'a fait à sa manière, à sa guise, on n'aura pas les résultats. Donc tout est dans la personne, l'homme, l'intégrité de la personne, et surtout l'objectif que cette personne-là, cet homme-là se fixe. Si la personne ne dit pas, bon, que j'irai contre vents et marées, je vais atteindre cet objectif-là. On a critiqué le président Talon pour beaucoup d'actes qui devraient quand même permettre à notre pays de se développer. Même au temps de Boni Yayi, quand il a marché contre la corruption et qu'après quelques jours a commencé par citer les scandales, on a dit qu'il est allé faire une balade, que lui-même ne voulait pas véritablement lutter contre la corruption, alors qu'il avait la volonté de lutter contre la corruption. Mais ceux qui étaient autour de lui, est-ce que ça les arrangeait? Ça ne les arrangeait pas. Donc on lui a mis
il y avait des blocages, des embûches sur son terrain, sur son passage, et tout ce qu'il devrait faire. Et nous en sommes là. C'est comme ça que les acteurs politiques, ceux qui sont autour des présidents, ceux qui doivent travailler à accompagner, lui, il a une vision, mais il n'est pas dans l'administration, il n'est pas secrétaire ailleurs, il n'est pas magistrat, il n'est pas, par exemple, juge, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Donc, le président a beau avoir un bon objectif, a beau avoir des idées assez claires et salutaires, mais la mise en œuvre sur le terrain trouve des blocages. Moi, pour finir, on va boucler cette discussion. Moi, ma crainte, c'est qu'à la fin, au crépuscule de sa gouvernance, qu'on ait à vivre la situation qu'on vit actuellement en Libye, ou peut-être même en Tunisie aussi. Tunisie, on n'en parle pas beaucoup. C'est quand même difficile aussi. Qu'après le passage d'hommes forts qui règle tout, où on améliore conséquemment les conditions de population, que après donc le passage de l'homme fort, que ce soit le déluge, ça va être vraiment, vraiment pénible. Parce que c'est dans le camp même que ça commence pas. Allez, merci beaucoup les gars, passez une très bonne journée. Si tout va bien lundi, on va se voir. Mesdames et messieurs, on va suivre pour ou contre. Vous aurez sur la revue de presse. Moi, je viendrai vous dire au revoir et bonne journée. Je suis venu acheter pain là. Aïe, mais frère, viens. C'est boulangerie ou bien c'est salle de sport maintenant? Oui, mais c'est ce que tu vois, hein. Attends, vraiment, hein? Comme d'habitude? Oui. Regarde ce pain, ça te va? C'est bon, balle. Mais tu fais quoi? Le baseball et d'autres passions pour tomber fond du sport à découvrir sur Betclic. Vis le sport plus fort avec Betclic. Attends, tu sais pain ou bien tu jouer? De réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2023 6 mentions très bien, dont 4 en G2 et 2 en série D, avec le 2e et le 5e du Bénin au bac G2. En plus des 22 mentions bien, Clé de la Réussite a obtenu 60 mentions assez bien sur les 295 admis au bac 2023. Cerise sur le gâteau, premier du Bénin au CAP 2023. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigés en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménontin, vont en face du marché de Ménontin. Site de Zoboroué, vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin, en face des rails. Site de Calavi, au quartier Agori, route de Tampais. Clé de la Réussite. Nous cultivons l'excellence. Téléphone à 97 88 42 16. 63 ans d'indépendance de notre pays, toujours en compagnie de Mikem Technologies qui ne lésine pas sur les cadeaux. Voyez par vous-même. Des cadeaux d'une valeur allant jusqu'à 226 000 francs offerts gratuitement sur toute télé et réfrigérateur Samsung acheté. Et comme avec Mikem, un cadeau ne vient jamais seul. Vos climatiseurs Samsung R410, 1,5 et 2 chevaux sont déjà disponibles dans les boutiques Néo et Allo de proximité. Produits sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison disponible. Contact vendeur 60 00 66 66. Non, vous souillez. Continue les nombres avant ton, à Dogbeton, Ganou, non. Mais il y a un bas, avec un nombre. Mais que non c'est quoi, mais les tombonoi. Toko, mais non c'est quoi les bonons rodou, bonon tafou, mais quoi n'est les coups avec un manomba. Et Jero me dit que non, vite, même pas même. Bon, et des sons, blotontino ramele. Bon, il y a quoi, mais les tons. Moi, c'est Monique Akpo. Je suis pour des tontines en ligne. Parce que la plupart de ceux qui font des tontines en ligne, d'autres bouffent son argent, d'autres ne bouffent pas ton argent. Il y a des gens qui sont sérieux. Mais ici, de nos jours, c'est plus mieux que microfinance. Moi, j'en ai fait. On m'a donné mes 200 000 en espèces. On a fini à 19 h. Déjà à 20 h, on m'a déjà donné mon argent. Et ça m'a fait de bonnes choses. Je m'appelle Emion.
Je dirais contre. Parce que c'est pas vraiment digne de confiance. Vous risquez, même avec les tontines, disons, directes ou même vous connaissez la personne, il y a des risques qu'on ne prenne pas ce qui, bon, le dur en fait. Donc avec une tontine en ligne où vous n'êtes même pas avec la personne, des fois même on ne connaît pas où la personne habite, mais pourtant vu que la personne a lancé ça en ligne, c'est intéressant, donc on se lance dedans. Donc des fois on se fait avoir facilement. Ou bien quand vous avez des aides à venir à la moitié, par exemple de la tontine, ou c'est à la fin vous devez prendre ça que la personne commence pas à vous déjouer. Donc c'est ça un peu. Je m'appelle Aboua Pascaline. Bon, les tontines en ligne, là, moi je suis contre. Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, du tout. Donc moi je ne suis pas du tout d'accord avec les tontines en ligne. Pas du tout d'accord. Bonjour à toutes et à tous. On commence cette parade des journaux par l'autre quotidien qui évoque un différend entre le gouvernement et les producteurs et nous apprend que ces derniers font amende honorable. Des membres de l'Association des cultivateurs du Bénin ont été reçus en audience le mercredi 21 septembre 2023 par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une rencontre à l'issue de laquelle ils ont reconnu avoir été manipulés pour vilipender à tort le gouvernement et son chef, Patrice Talon. Nous avons fait du tort à son Excellence, le président de la République, Patrice Talon. Effectivement, nous avions demandé aux producteurs de ne pas produire pour cette campagne agricole. Nous ne pouvons le nier. Mais en le disant, ce n'est pas au président Talon que nous avons fait du mal. C'est à nous-mêmes. Alors, par la voix du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, nous voudrions demander pardon au chef de l'État. Nous vous prions de dire ce pardon au chef de l'État. Notre association est apolitique. Il s'agit d'un extrait de l'intervention de Imoro Sakakura, président de l'Association des cultivateurs du Bénin, à sa sortie d'audience. Pour le matinal, il s'agit d'un complot contre la campagne agricole 2023-2024. De son côté, Fraternité nous parle d'une réforme intervenue dans le secteur éducatif béninois. Les classes socio-éducatives, développer et entretenir chez les jeunes les vertus susceptibles de les éloigner des vices. C'est le motif de la mise en œuvre de l'initiative des classes socio-éducatives dont la phase pilote est prévue pour démarrer dès la rentrée des classes 2023-2024. La phase pilote commence dans les classes de 6e et va se dérouler dans 20 établissements d'enseignement secondaire à raison de 10 en milieu urbain et 10 en milieu rural et périurbain, répartis dans les 12 départements du pays. Pour le gouvernement, l'initiative contribuera à terme à la réalisation de l'un des objectifs du Plan national de développement sur la période 2018-2025, visant l'avènement d'un capital humain sain, qualifié et compétitif. Cette information est relayée par le Challenge qui y voit une initiative entrant dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité et autres vices. Autre information traitée dans les canards ce matin, la création par le Bénin d'un couloir humanitaire vers le Niger. De sources bien introduites, selon l'autre quotidien, le Bénin a autorisé l'Organisation des Nations Unies à déployer un cordon humanitaire vers le Niger. Cette source renseigne que des dispositions ont été prises après une correspondance et des échanges avec l'ONU, au fin d'ouvrir depuis le 5 septembre 2023 un couloir humanitaire en vue de faciliter l'acheminement sur son territoire de l'aide destinée au peuple du Niger. En tout état de cause, le Bénin joue pleinement sa partition en ce qui concerne son assistance au peuple nigérien, même si les décisions de la CEDEAO sont jusqu'ici sans équivoque. Par ailleurs, le matinal annonce l'acquisition par le Bénin de 2 aéronefs. Le gouvernement béninois a acquis 2 avions THC-6 Twin Otter. Les aéronefs ont été livrés ce mardi 19 septembre 2023. Selon les informations recueillies, les 2 avions ont été acquis sur le budget national. Ils vont contribuer au lancement des dessertes nationales.
Cela voudra dire que ces avions seront utilisés pour démarrer ou améliorer des services aériens internes au Bénin, c'est-à-dire des vols entre différentes villes ou régions du pays. Ainsi s'achève la revue de presse de ce jeudi 21 septembre 2023. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Ce fut un grand plaisir pour cette compagnie hebdomadaire. L'aventure va s'achever pour le compte de cette semaine ici. On va vous retrouver lundi prochain quand il sonnera 7 heures. D'ici là, portez-vous bien.